Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous santé du week-end. Aujourd'hui, comment ça marche l'épilepsie? Une maladie dont tout le monde a entendu parler, mais sans réellement la connaître. Puis avec nos invités, nous parlerons sexe et dents. Quel est le lien, me direz-vous? Eh bien, vous le saurez dans quelques minutes. Aujourd'hui, comment ça marche l'épilepsie avec Sacha. Mais avant de répondre à tes questions, vous le savez, dans cette émission, nous aimons vous donner la parole. Écoutez vos réactions au micro de Florent Baume. L'épilepsie, c'est des tremblements, pour moi, voilà. Le corps qui tremble. Des tressautements et puis des mouvements qui peuvent être rapides. La personne se met à trembler, à convulser et voilà. Et il y a des pertes de connaissances, je pense. C'est des crises, c'est le cerveau qui se déconnecte et la personne tombe et fait une crise d'épilepsie. Tout le monde connaît ça, voilà. Je pense que ça vient au niveau du cerveau. Mais après, je sais pas trop l'expliquer. Je sais pas d'où ça sort, c'est pas neurologique, mais en tout cas, c'est pas une maladie mentale. Peut-être génétique, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites si vous croisez quelqu'un qui a une crise d'épilepsie? Je crois que je vais essayer d'appeler les secours parce que je ne sais pas m'y prendre en fait. Je le mets en PLS, éventuellement. J'appelle les pompiers. Ouais, direct. Je crois qu'il faut le tenir comme ça et il faut l'empêcher de se mordre la langue. En fait, il y a une histoire de... Je sais qu'il y a un truc avec la langue. Et empêcher que la tête tombe, protéger la tête. Est-ce qu'on peut avaler sa langue pendant une crise d'épilepsie? Je pense pas. Elle est bien attachée, la langue. Et voilà, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais pas réellement. En fait, l'épilepsie, c'est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Alors, en fait, ça vient du mot grec « prendre par surprise ». Je m'explique. Il faut revenir à l'activité cérébrale. L'activité cérébrale est essentiellement électrique. Qu'est-ce qui se passe? 100 milliards de neurones dans le cerveau. La conduction nerveuse se fait par les neurones. Donc, il y a un neurone qui s'active, qui s'excite, qui va transmettre à un autre neurone son ordre, son influx nerveux. Et pendant ce temps-là, lui, il va s'arrêter de fonctionner. L'autre se met à fonctionner, ainsi de suite. Évidemment, tout ça reproduit sur les 100 milliards de neurones pour donner des ordres, pour répondre aux ordres, etc. Tout ça est très bien orchestré. C'est un véritable papier à musique. Tout se passe très bien. Et en fait, dans l'épilepsie, ça bug. Il y a une petite population de neurones, enfin une population de neurones en tout cas, qui va se mettre à décharger, qui est hyper excitable. Ça va être soudain et ils vont décharger de manière synchrone, tous en même temps, et ils vont donner des ordres répétitifs. C'est un petit peu comme si c'est le poste de commande qui s'emballe, qui fait n'importe quoi, et on arrive heureusement, c'est transitoire, mais c'est une décharge comme ça synchrone. Et comment ça se traduit ça sur le corps? Les crises, qu'est-ce que c'est une crise quoi? Alors les crises, ça va dépendre de l'endroit où ça se situe. Si c'est une population de neurones qui se situe au niveau de la motricité, par exemple la motricité du bras droit, ça va être évidemment la motricité du bras droit qui va être atteinte. Après, mais ça peut revêtir toutes les formes, puisque ça peut se passer dans n'importe quel endroit du cerveau. Donc on peut avoir, si c'est sur la vue, des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, des crises de rire. La crise dont tout le monde parle, ou c'est tout le corps là? Alors là, c'est autre chose. Là, c'est la fameuse crise que tout le monde connaît où on a l'impression que les gens étaient possédés par le démon. Ça, c'est une crise généralisée. En fait, on distingue deux sortes de crises. Les crises partielles, où il y a une petite population de neurones qui est touchée, et les crises généralisées, où là, ce sont tous les neurones qui sont touchés. La fameuse crise tonico-clonique généralisée, là, il y a une perte de conscience, perte de connaissance. Il y a d'abord un spasme, les muscles qui se raidissent, et puis après, il y a des convulsions comme ça, et ça fait des gestes répétitifs, puisque les neurones sécrètent comme ça les ordres de manière répétitive. Ça, c'est la crise généralisée. Mais il y a une autre crise généralisée qui est un peu moins connue, que l'on appelle les absences, qui surviennent généralement chez les tout-petits, chez les jeunes enfants. Ça se traduit comment? Alors, les absences, en fait, il n'y a pas du tout de mouvement, il n'y a rien du tout. C'est une déconnexion, comme si les neurones s'arrêtaient de fonctionner pendant un moment. Vous êtes comme ça, et tout à coup, vous n'êtes plus là. Déconnecté de la réalité, déconnecté du monde. Et c'est très difficile, parce qu'on ne connaît pas. Pour tout le monde, la crise d'épilepsie, c'est quand il y a du mouvement. Là, on ne le connaît pas. Et
c'est souvent repéré dans les classes, par les maîtresses, par les instituteurs et tout, qui disent « Mais votre enfant, c'est bizarre, à un moment, on lui parle, il répond plus, il est plus là. » Il faut savoir la dépister, car ça peut avoir des retentissements importants. Et il y a des enfants qui font 10, 40, 80 crises d'absence dans la journée. D'ailleurs, c'est que les enfants qui font des crises d'épilepsie ou c'est juste pour les absences et les vraies crises, c'est les adultes? Alors, qui est touché en gros? Généralement, ce sont les enfants. 50% des enfants avant l'âge de 20 ans, parmi ceux qui font des crises d'épilepsie. 50% sont des enfants. Voilà, parmi ceux qui font des crises d'épilepsie, 50% les font avant l'âge de 20 ans. Et après, il y a un autre pic de fréquence un peu élevé, c'est après la soixantaine. Parce que là, il y a souvent des maladies neurodégénératives, etc. Mais chez les enfants, comme le cerveau est en développement en plus, donc c'est très fréquent. Et les causes, c'est dû à quoi ce chaos dans les neurones? Eh bien, c'est ça le problème. On sait pas. Dans 60% des cas, on ne retrouve aucune cause. C'est ce qu'on appelle les épilepsies idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue. Alors, bon, là, c'est un peu compliqué, mais sinon, on peut dire que toute perturbation au niveau cérébral peut être responsable de crise d'épilepsie. Par exemple, un traumatisme crânien, par exemple une tumeur, par exemple un hématome, un accident vasculaire cérébral, donc il y a eu du sang dans le cerveau, donc ça a irrité, ça fait des épines irritatives, épileptogènes dans le cerveau. Ça peut être des malformations aussi lors du développement. Il y a quelques formes génétiques aussi. Enfin, voilà des causes. C'est pas du tout une maladie mentale. Ça n'a rien. Ah oui, alors ça, c'est très bien de le dire. Non. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'au siècle dernier, on a pensé que les gens étaient possédés par le démon parce qu'ils bougeaient dans tous les sens. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une maladie de la folie. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est vraiment une maladie où il y a un support organique, où il se passe quelque chose. Et rien à voir. C'est une maladie cérébrale. Certes, oui, mais pas une maladie mentale. Rien à voir. Et si on fait face à une de ces crises, si on voit quelqu'un faire une crise, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les gestes qui sauvent? Une crise généralisée, la fameuse crise, oui. Celle qui est impressionnante. Convulse, etc. Alors surtout, la première chose à faire, c'est éviter que la personne ne se blesse, puisqu'il y a une perte de connaissance avec une chute. Alors si on est assis, ça va, mais si on est debout, ça peut être violent. On va essayer de protéger, bien entendu. On va mettre un coussin si on en a, voire plier sa veste ou un linge sous la nuque, parce qu'il va continuer à convulser. Si la personne porte des lunettes, on va les lui enlever. Mais surtout, il ne faut pas intervenir. Évitez, n'essayez pas de contenir le mouvement, vous savez, d'attraper les bras, de retenir. Ça va se calmer tout seul, en fait. Ça va se calmer, et surtout, ce qu'on disait d'ailleurs, c'était très révélateur dans le reportage. Dès qu'on dit épilepsie, on pense à la langue. Ouais. En fait, parce qu'avant, les gens disaient qu'on pouvait se mordre la langue. Ça, c'est vrai, on peut se la mordre, mais et l'avaler, non. La jeune fille le dit très bien, on n'avale pas sa langue, personne n'a jamais avalé sa langue. Surtout, avant on disait de mettre un morceau de bois, quelque chose pour éviter que les gens ne se mordent. On ne touche pas, sinon on risque d'être mordu soi-même. On attend que la crise se passe. Généralement, on peut demander aux gens qui sont accompagnants si la personne a l'habitude d'en faire ou pas. En revanche, si on voit que ça dure, s'il n'y a pas de contexte, si on n'arrive pas à savoir si la personne est épileptique ou pas, là, on appelle les secours, on appelle le 15 et le 18. Et une fois que la crise a cédé, en revanche, là, on peut mettre en position latérale de sécurité parce qu'il peut y avoir après quelques petits ennuis digestifs. Voilà. Mais sinon, on n'intervient pas, on ne touche pas, c'est important. Et est-ce qu'il y a des conséquences de cette maladie? Est-ce que ça a des répercussions après sur la santé? Du coup, ça... Alors, ça peut avoir les neurones, si ça vient souvent, etc. Le problème avec cette maladie, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est une maladie multifacette. On peut dire qu'il y a autant d'épilepsie que d'épileptiques. Chacun a sa forme vraiment. Voilà. Mais c'est vrai que quand ça arrive tout petit, lorsque le cerveau est en développement, donc ça peut avoir des conséquences terribles sur le développement de l'enfant. Ça peut abîmer certains neurones. Et d'ailleurs, ça c'est très important. Maintenant, les traitements ont évolué. Et chez les tout petits, lorsqu'on a repéré une zone épileptogène bien circoncise, évidemment, où il n'y a pas de zone de la parole ou autre chose, là, on arrive en chirurgie à enlever cette zone, on enlève un petit morceau de cerveau carrément, et d'ailleurs après l'enfant va compenser puisqu'on en est au stade de maturation, de développement du cerveau chez les tout petits, ça va compenser, d'autres neurones vont se mettre en place et on va être guéri de son épilepsie et sans aucun trouble, sans aucune conséquence. Et pour les gens plus âgés, quand ils font des crises d'épilepsie, là, on ça a coupe pas des le cerveau. Non, on peut pas faire ça, mais déjà ça les empêche de faire
plein de choses, de conduire, de travailler. Comment Alors, ils font alors effectivement, il peut y avoir, toujours pareil, hein, ça dépend du nombre de crises que l'on fait. Parfois, on fait une crise et puis on n'en fait plus jamais dans sa vie. Donc ça dépend vraiment du nombre, mais il y a certaines personnes chez qui ça peut être très invalidant. Ça peut effectivement avoir des répercussions sur votre emploi, ça peut avoir des répercussions, tu le disais, sur la conduite. Hein. Alors maintenant, ça a changé. Depuis le 2005, ça a changé. Il y a eu des évolutions, des aménagements avec des visites médicales. Quelqu'un qui n'a plus fait de crise depuis 5 ans peut conduire sans problème. Mais effectivement, des répercussions importantes sur votre vie de tous les jours si vous faites des crises régulièrement. Dans le sport, pas de natation par exemple, on ne laisse pas quelqu'un partir, évidemment. Voilà. Et autre que la chirurgie pour les enfants, il y a des traitements pour les adultes ? Alors, il y a des traitements. On va dire que la plupart des traitements sont médicamenteux. Hein. Il y a une vingtaine de médicaments d'anti-épileptiques qui fonctionnent bien. Il y a 25% de non-répondeurs, mais qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que ça ne marche pas sur eux, c'est ça ? On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a certains... Alors souvent, on est amené à changer de médicaments, voire à en associer quelques-uns. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle les non-observants, c'est-à-dire des patients, comme ils vont bien, qui font une crise, et qu'en dehors de la crise, il ne faut pas l'oublier, on est tout à fait bien, on est tout à fait normal. Donc chez ces patients-là, ils ont tendance à pas bien prendre leur traitement, donc là, et du coup, ils refont des crises. Donc traitement médicamenteux essentiellement, chirurgie, j'en ai parlé, notamment chez les tout-petits, et aussi ce qu'on appelle la radiochirurgie, c'est-à-dire qu'on va irradier la zone qui provoque l'épilepsie, et comme ça, on va arriver à guérir des épilepsies. Voilà pour les principaux traitements. Hein. Vous l'aurez compris, l'épilepsie est une maladie très complexe, multifacette. Il y a autant d'épilepsie que d'épileptiques. Elle n'est pas contagieuse, elle n'a rien à voir avec la folie. En revanche, il faut savoir y penser, il faut savoir consulter, ne pas hésiter, car même une seule crise peut être révélatrice d'un problème plus grave. Une bonne nouvelle aussi, les traitements progresse. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Bonjour Dr Millot. Et maintenant, psy, sexe et dents. Docteur Gilbert Boujaoudé, bienvenue. Vous êtes médecin, vous êtes sexologue. On vous retrouve sur votre compte Instagram, Dr G fait le point. Docteur Alain Amsalak, bienvenue. Vous êtes chirurgien dentiste. Vous êtes co-auteur avec votre fils Jérémy de Prendre soin de ses dents pour les nuls. Et vous avez clamé haut et fort que les implants dentaires étaient aussi efficaces que le Viagra. Racontez-nous. Et oui, je le répète encore. Alors, la bouche, c'est vraiment le temple du plaisir du goût, le plaisir de la sensualité, le plaisir de la sexualité. Et on peut imaginer que les piliers de ce temple, ce sont les dents. Ouais. Et si on perd ses dents, c'est le début de la destruction du temple. Voilà. On pourrait dire que le sourire peut être à la fois une arme de séduction massive et une arme de séduction destructive. Ou de destruction massive, absolument. Bon. La perte des dents, en fait, c'est aussi bien chez l'homme que chez la femme, c'est l'impuissance. Alors, impuissance Viagra. Pourquoi impuissance ? Mais c'est une impuissance mixte. Parce que la perte des dents, chez l'homme, c'est une forme de castration. Il y a une perte de virilité. Et chez la femme, c'est une atteinte d'intégrité, une atteinte à son intégrité physique, une atteinte à sa sensualité. Et bien évidemment, ça affecte tous les sens, le goût, le baiser, la sexualité. Et donc, c'est vraiment la perte des dents, on peut imaginer aussi bien chez l'homme que chez la femme, que ce soit à la limite un rapprochement avec la mort. Donc, c'est carrément non seulement la mort physique, mais également la mort de la sensualité. On pensait faire une émission un petit peu sympathique, là. Non, mais le rôle, justement, on parle du Viagra. Et la disparition des dentiers, l'avènement des implants en chirurgie dentaire, ça permet donc d'éloigner... Ah oui, pardonnez-moi, en fait, c'était plutôt versus les dentiers qui étaient un tue-l'amour, quoi. Les dentiers partiels ou total, ou les prothèses dentaires qui sont inconfortables. Bon. Et le fait de faire disparaître les dentiers par des implants, ça permet de repousser les limites de la vieillesse et de la mort. Au contraire, c'est une source de jouvence extraordinaire. Et il est très fréquent qu'après la mise en place de prothèses confortables, pas forcément des implants, ça peut être bien évidemment des implants, pas sur le plan symbolique, c'est encore beaucoup plus fort, mais on me repart, même à l'âge de 70 ans, 80 ans, voire plus,
On me reparle de sexualité. On peut dire que c'est le meilleur boost pour la sexualité. Et c'est pour ça que je parlais donc du Viagra et des implants, par exemple. Mais c'est un Viagra qui soigne aussi bien l'impuissance de l'homme que de la femme, parce que l'impuissance de découvrir le goût, le plaisir et la sexualité. Le sexologue cautionne. Alors, je comprends très très bien l'image des soins dentaires qui sont un Viagra, même s'il faut rappeler que les traitements de type Viagra, c'est vraiment pour de la mécanique érectile. Par contre, je comprends très bien l'image parce qu'effectivement, le fait de soigner les dents, de retaper un peu la situation bucco-dentaire, ça a un impact parfois majeur sur la libido. On disait tout à l'heure, le sourire, c'est une arme de séduction massive ou de destruction de la séduction quand on n'en a pas. Et il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la séduction passe par de la plastique figée, c'est-à-dire il faut être beau ou belle pour séduire. Or, toutes les études et la pratique au quotidien nous montrent que c'est plutôt le comportement et l'allure et ce qu'on va faire qui va séduire. Essayer quelqu'un qui est très beau, très belle, qui va essayer de séduire sans décrocher un sourire, ça sera un peu plus compliqué quand même qu'avec un sourire. Et donc, d'où l'intérêt de ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait d'avoir une dentition. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de sourire quand la dentition n'est pas belle, c'est pas du tout ça. Je dis que le fait d'avoir soigné les dents, ça peut redonner confiance et le sourire se ressent un sourire de confiance. Et c'est par ce biais-là qu'effectivement, c'est un impact sur la libido. Alors, juste pour éclairer ce que disait Gilbert, c'est que la perte des dents, l'absence de dents, en fait, les dents, c'est la seule partie apparente du squelette. Alors, si on a des dents abîmées, absentes ou vraiment vilaines, eh bien, on affiche une indigence physique. Notre corps est abîmé. Et aussi une indigence financière, parce qu'on parlait des 100 dents avec Hollande, il avait bien évidemment les 100 dents. Bien sûr, c'est très symbolique. Cette indigence, cette atteinte d'intégrité, ce corps abîmé. Donc des dents moches, vilaines ou absentes, c'est un corps vraiment abîmé. On n'a pas envie d'embrasser un corps abîmé. Donc. Justement, j'en reviens au baiser, l'importance aussi, sans aller tout de suite à la sexualité, mais aussi ça commence par un baiser, la sexualité. Oui, ça commence déjà par je disais séduction, en fait c'est la désirabilité, donc on est déjà dans le désir. Ensuite, il y a le baiser. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a que l'être humain qui utilise le baiser dans la sexualité. Et même le baiser, les animaux, parfois, ils ont un contact avec les gueules et les lèvres qui se touchent, mais ce n'est pas vraiment un vrai baiser. Il n'y a que l'être humain qui utilise le baiser. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, on n'en sait rien, même si on sait quand même à quoi ça sert, le baiser. Et c'est là que tous les soins dentaires prennent leur importance. On sait déjà que, dans une étude qui a été faite aux États-Unis, il y a près de la moitié des personnes qui disent « j'ai arrêté une relation suite au premier baiser » ou « suite au premier baiser » au pluriel. Donc 50% des personnes peuvent rompre suite à un baiser parce qu'ils embrassent mal, parce que quoi? En fait, non. Quand on leur demande « mais pourquoi ?» D'ailleurs, c'est plus fréquent chez les femmes qu'elles arrêtent suite au premier baiser que chez l'homme, comme s'il y avait une sensibilité un peu plus intéressante chez les femmes. Alors pourquoi ils arrêtent? Quand on leur demande pourquoi elles arrêtent, c'est pas tellement, elles disent pas il a mal embrassé, etc., même si ça existe. En fait, elles disent je ne sais pas, je n'ai pas ressenti quelque chose comme je pensais ressentir. Et c'est là que ça prend son importance. En fait, c'est pas juste un comportement. On sait par exemple que dans le baiser, on échange des informations qui sont pratiquement des informations génétiques. C'est-à-dire on peut pratiquement deviner la compatibilité. Il ne faut pas oublier que pour notre cerveau, la sexualité est surtout faite pour la reproduction. C'est la perpétuation de l'espèce. Donc là, en fait, rien qu'avec un simple baiser, on saura si ce sera un futur géniteur possible. Exactement. Est-ce que le patrimoine génétique est compatible? Et donc, est-ce que c'est un partenaire compatible? Alors, une fois qu'on a passé ce stade-là, il y a aussi un rôle très très important du baiser, c'est que c'est une des zones érogènes les plus importantes. On en avait parlé quand on a parlé des zones érogènes, et c'est une zone qui est extrêmement riche en terminaisons nerveuses et elle peut provoquer des sécrétions hormonales qui peuvent emballer la libido ou au contraire la diminuer. Et plus on va avoir une dentition, une santé bucco-dentaire en bon état, et plus ça va fonctionner, tout ce que je suis en train de raconter. Docteur Hamzalak, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les gens avant, et puis vous les traitez, et donc vous les voyez après. Donc vous assistez réellement au changement. Alors, et vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. Vous avez dit quel que soit l'âge. C'est-à-dire que, quel que soit l'âge, le fait de se faire traiter les dents, voire mettre des implants, tout ça, peut vraiment changer. Les implants, un simple traitement d'orthodontie, en fait, donne une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. On s'est aussi aperçu, énormément de patients me disent qu'après un problème de dentaire important, lorsqu'on a un petit problème dentaire, une dent cassée, une dent absente ou plusieurs dents absentes,
on n'ose plus embrasser, on n'embrasse plus. Et donc un grand nombre de Français et de Françaises n'embrassent plus leur partenaire et ne s'engagent pas complètement dans la relation amoureuse. Et le baiser, en fait, est parfois zappé dans la relation amoureuse, ce qui gâche fortement. Les prostituées n'embrassent pas. Donc ça revient presque à avoir une relation neutre. Et sans le baiser, le plaisir et l'orgasme en particulier chez la femme est très difficile. Donc vous l'aurez compris, pour une vie sexuelle épanouie, filez chez le dentiste. Non, je plaisante, mais l'importance vraiment d'une bonne santé bucco-dentaire, c'est vraiment très important pour tout un tas de choses. Restez en notre compagnie, l'info continue sur CNews.